Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux pour cette première rencontre de l'année. On démarre fort. Ouais. Ça vaut un tombé de micro, ce sujet. On démarre fort cette année avec question de la santé mentale, grande préoccupation. Il me semble que c'était l'année dernière, grande cause nationale, plutôt grande préoccupation aussi. Grande cause nationale, c'est ça? Et 2026 aussi, on a un pédopsychiatre avec nous, ça se voit direct. Grande cause nationale 2025 et 2026. Ce soir, on a voulu angler cette rencontre sur le titre est assez clair, et c'est plusieurs choses qui nous ont donné envie de faire cette rencontre, notamment ce chiffre de 53% des Françaises et des Français, qui l'année dernière se déclaraient en mal-être. Et l'autre message, peut-être que c'est assez connu maintenant dans l'imaginaire collectif, on est le pays qui prend le plus de psychotropes. Je suis journaliste, vous êtes pédopsie, c'est ça qui nous différencie. Voilà. Moi, je fais dans l'à peu près, vous êtes dans le... La grande question ce soir, c'est pourquoi ? Pourquoi on atteint ces chiffres-là ? Pourquoi on a l'impression que le mal-être s'amplifie dans notre pays, mais pas que ? Mais on va rester sur la France quand même ce soir. Pourquoi ce mal-être s'amplifie ? Est-ce que c'est une impression ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça se vérifie dans les chiffres ? Donc déjà, ce pourquoi. Les facteurs, est-ce que ce sont des facteurs individuels ? Ou est-ce que ce sont des facteurs collectifs ? Vu le titre, vous vous doutez un peu vers où on va aller. On va plus aller vers du collectif, c'est vrai, mais pas que, ce ne sont pas les seuls. Et enfin, on va se donner le temps aussi de répondre comment on agit, comment la société peut agir et comment les professionnels, les psychiatres, les pédopsychiatres en tête, mais pas que, on le verra, peuvent agir. Spoiler alert, il y a environ 15 000 psychiatres, c'est ça, en France pour adultes. Moi, j'avais l'impression que c'était très peu. On verra ce soir que c'est pas aussi simple que ça. Mais effectivement, questionner aussi cette prise en charge par les psychiatres, mais pas que, de cette santé mentale. On a 1 heure, on vous laissera bien sûr la parole. On fera en sorte, effectivement, de vous laisser un grand temps pour des échanges, pour des questions, ce qu'on a l'habitude de faire habituellement, mais peut-être que là, on prendra un peu plus le temps. Voilà pour le cadre. Et donc, grosse pression ce soir sur les 2 intervenantes et intervenants, parce qu'il y a du boulot. J'aime bien me désengager un peu de la pression, c'est ma manière à moi. La pression. Ouais, je suis un peu plus stressé que d'habitude pour cette rencontre quand même. C'est pas anodin comme sujet. Pour un sujet sur la santé mentale. Ouais. Donc Claire Touzat, bonsoir Claire. Vous êtes conférencière et vous êtes autrice de cet essai qui est paru aux très bonnes éditions Divergence l'année dernière, qui s'appelle Folie et résistance. Je précise que Mola est présent ce soir et vous allez être en dédicace juste après la rencontre. Et donc rebonsoir Claire et Bruno Falissa. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Vous êtes pédopsychiatre, je le disais, je l'ai déjà dit 3 fois. C'est mon stress, je me répète. Et on est très content de vous avoir aussi. Ma première question, elle va être assez simple. C'est sur la définition de l'OMS de la santé mentale. Et je suis tellement stressé que je me suis gouré de fiches, Amélie. J'ai pas la bonne fiche. Parce que j'avais une fiche où j'avais la définition de la santé mentale faite par l'OMS. Mais vous pouvez venir vous la devant, connaissez, vous la connaissez par cœur ? Je peux la résumer. Okay. Ouais, c'est pour ça qu'on invite des pédopsies. Ce sera la 4e fois que je le dis. Eh ben, on va commencer avec vous alors. Oui. C'est quoi la définition de l'OMS de la santé mentale ? Alors, c'est très intéressant. Vous connaissez la définition de la santé par l'OMS, un état de bien-être physique, psychique et social. Où un collègue d'ailleurs addictologue bordelais me disait mais c'est tellement fou ce truc que ça n'existe qu'après un shoot d'héroïne ou après un orgasme. Donc pendant longtemps, ça c'est 1945, pendant longtemps il n'y a pas eu de définition de la santé mentale. Et puis c'est en 2001 qu'il y en a eu une. Alors ils ont remis bien-être, parce qu'on est bien obligé de dire ça, et réalisation de soi, pourquoi pas, et accomplir un travail productif. Voilà. Et je vous vois avec des yeux qui sortent, c'est-à-dire vous voyez tout de suite que pour un psychiatre, c'est quand même très problématique. Si notre métier, c'est de faire que les gens ont un travail productif, ça pose problème. C'est pour ça que ça vous pose problème, c'est cet ajout de travail productif ? Alors, il y a les deux. D'abord,
la psychiatrie n'a pas pour objet de rendre les gens heureux. Quand ils ont voulu faire ça, ça a fait des catastrophes sur les thérapies de transition pour les homosexuels, les prisonniers politiques en URSS, etc. Là, un médecin ne rend pas les gens heureux. Un médecin a à soigner la souffrance. Et quand c'est de la psychiatrie, c'est de la souffrance psychique. Or, ne pas aller bien, c'est pas la même chose qu'aller mal. Vous voyez la différence. Donc, tout à l'heure, vous parliez de aujourd'hui, ça va pas, ou enfin aujourd'hui, ça va pas, d'accord, on se sent pas bien, mais en fait, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était pire. Hein. Le nombre de suicides en France, il y a 30 ans, c'était bien pire qu'aujourd'hui. Il y a 30 ans, en 1993, il y avait 1100 suicides dans la tranche 15-25 par an. 1100 suicides par an chez les jeunes, il y a 30 ans, il n'y en a plus que 350. Hein. La consommation d'alcool, de tabac et de cannabis chez les jeunes diminue de façon constante depuis le début des années 2000. Voilà, donc ça ne va pas plus mal qu'avant. Par contre, depuis 2017, il y a une augmentation des tentatives de suicide chez les jeunes femmes. On pourra en reparler. C'est un signal réel, mais c'est encore mieux quand même qu'en 1993. Donc ça se dégrade depuis 10 ans. C'est un vrai signal. Pourquoi que chez les jeunes? Pourquoi que chez les jeunes femmes? C'est un vrai sujet. Mais avant, c'était pire. Claire, peut-être juste sur la définition et le fait de mentionner le travail dans cette définition de l'OMS. En fait, c'est très hypocrite, c'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que, en fait, quelque part, traiter la santé mentale des gens, c'est pour qu'ils se réintègrent dans un système. Alors que moi, ce que je dis dans mon livre, c'est que c'est ce système le problème. C'est-à-dire que c'est un peu dire aux gens, intégrez-vous dans un système qui vous maltraite, soyez heureux dans une société violente. Enfin, tout ça n'a absolument aucun sens. Et le problème de la définition de l'OMS, que je cite aussi dans mon livre, c'est que elle utilise des termes en plus qui sont vraiment très liés au système capitaliste, c'est-à-dire qu'elle parle de déficit et de bénéfice. En fait, elle fait le calcul du déficit lié au problème de santé mentale. Et donc, je trouve que rien que dans ce passage, tout est dit. Voilà, c'est-à-dire qu'on considère que le problème, en vrai, c'est qu'on ne veut pas que les gens soient bien, c'est qu'on veut qu'ils se réintègrent dans un système qui ne va pas. Voilà. On a commencé à se tuer tout à l'heure, donc on va continuer. Toi, tu te demandes dans le livre si la santé mentale n'est pas un moyen d'oppression. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Et est-ce que c'est pas quand même un indicateur important, cette santé mentale? Alors non, moi je dis juste que aujourd'hui le terme santé mentale a été un peu galvaudé par le néolibéralisme et qu'on l'a beaucoup utilisé justement pour individualiser les problèmes et dire aux gens en fait votre santé mentale il faut en prendre compte, il faut en prendre soin, c'est à vous de vous emparer du sujet. D'ailleurs, avec beaucoup on a proposé aux gens d'aller vers le développement personnel ou vers des traitements aussi qui correspondent à leur pathologie. Donc, on a surdiagnostiqué les choses, on a augmenté les diagnostics avec des traitements qui allaient avec ces diagnostics pour, encore une fois, individualiser les souffrances. Moi, ce que je dis dans le livre, c'est que beaucoup de nos souffrances sont liées au système. Et donc, en individualisant les souffrances, on fait croire aux gens que ça vient uniquement de leur terreau familial, uniquement de ce qu'ils traversent individuellement, etc. Alors que moi, j'essaye toujours de ramener ça à une fonction systémique en disant que dans une société telle qu'elle est créée aujourd'hui, telle qu'elle est installée aujourd'hui, qui est une société capitaliste, raciste, patriarcale, clairement, beaucoup de nos souffrances viennent de ces systèmes-là. Et j'essaie de sortir toujours de la fonction individualisante de la chose. Allons, je précise juste qu'il y a six magnifiques places au premier rang. Oui, c'est un peu triste. Ouais. Voilà. Pour notre santé mentale du soir, c'est voilà. On est sympa, vous inquiétez. Voilà. Éviter les blagues sur la santé mentale, c'est mieux. Allons sur les facteurs, du coup. Oui, même, pour aller dans la suite de ce qu'on disait, il y a un livre d'Eva Illouz qui est très drôle sur ce sujet, qui s'appelle Happycracy. Et elle dit, c'est une sociologue franco-israélienne, et elle dit qu'on est dans une happycracy avec des happychondriaques. C'est-à-dire, il faut être bien.
Et si on n'est pas bien, si on n'est pas complètement up sans arrêt, alors c'est une catastrophe. Et effectivement, elle dit que ça a à voir avec le capitalisme. Je suis pas anticapitaliste, ça c'est pas le problème, mais elle dit que non, il faut consommer sans arrêt, il faut être bien, il faut adhérer à la publicité, etc., etc. Et c'est quand même un peu vrai. C'est quand même un peu vrai. Oui, puis le bonheur est pour moi un peu une invention, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire déjà c'est quoi le bonheur, c'est-à-dire tu peux juste ramener ton micro un peu plus. Être heureux. Encore une fois, dans cette société, c'est quand même assez complexe, je trouve. Et cette notion d'apicratie, elle est intéressante justement parce que déjà, elle vend un bonheur qui donc est très lié à la consommation, à la performativité, etc. Et le développement personnel, pour moi, est un peu une excroissance de tout ça. C'est-à-dire qu'on a invité les gens de plus en plus à être heureux, mais en générant une sorte de performance et aussi un bonheur très individuel qui est de se couper des choses, d'aller en retraite de yoga, etc. Et donc de se couper de plus en plus du monde, du lien social. Et donc on s'est retrouvé dans des gens qui sont créés des cocons complètement complètement coupés de tout, où l'autre et l'être en dehors de soi devient un danger. Et donc pour moi ça participe à une pensée extrêmement dangereuse en fait. Allons sur les facteurs avec vous Bruno. Donc vous êtes pédopsy. Commençons peut-être par les adolescents qui je crois sont une des catégories de la population qui souffre le plus aujourd'hui de cette santé mentale. Vous allez me reprendre parce que je ne suis que journaliste, donc j'ai des approximations. Sur les facteurs aggravants, commençons par les facteurs individuels. Oui. Pour contrebalancer un peu ce qu'on dit depuis le début de cette rencontre. Quels sont les facteurs individuels qui aggravent la santé mentale aujourd'hui? Alors, qu'il aggrave, en tout cas, les facteurs individuels de vulnérabilité à des problèmes psychiatriques, parce que moi, j'hésite pas à prononcer le mot, parce que les problèmes de santé mentale, vous voyez, si la santé mentale c'est être bien, il n'y a pas de problème de santé mentale, ou alors c'est pas être bien et c'est pas un problème. Donc, moi, je m'intéresse encore une fois plutôt à aller vraiment mal. En fait, on est fabriqué avec des gènes, avec 9 mois de croissance in utero, et il peut se passer plein de choses pendant ces 9 mois qui font que, à la fin, on va être plus ou moins solide dans le reste de sa vie. Alors, on peut parler de génétique, on peut parler d'autres choses. Une femme enceinte peut être exposée à un virus et sans même s'en rendre compte. Et ce virus peut avoir un effet sur la maturation du système nerveux central. Et ça se voit pas, sauf que on peut être un peu plus vulnérable à faire une dépression, de l'anxiété ou même la schizophrénie. Voilà. Donc, il y a des facteurs biologiques de vulnérabilité. Après, en psychiatrie, il y a des facteurs environnementaux, et vraiment, les gros facteurs de vulnérabilité environnementaux, c'est la maltraitance, la violence, les traumatismes. En particulier dans l'enfance, en particulier sexuelle. Voilà. Et je pense que un grand progrès en 2026, c'est qu'on est tous au courant de ça. Encore une fois, il y a 30 ou 40 ans, c'était vraisemblablement pire, parce qu'on ne le disait pas et on ne le savait pas. Mais ça devait se passer sûrement de la même façon. Là, on est sur les facteurs individuels, donc la génétique, si je résume, et les facteurs intrafamiliaux. Oui. Sur ce qui est des facteurs, cette fois-ci, collectifs. Oui. Dont on a commencé à parler. Quels sont-ils? Voilà. Alors, d'abord, le manque de support social. C'est-à-dire que le support social, c'est-à-dire avoir des amis, ne pas être seul. En fait, c'est un facteur protecteur colossal pour ne pas avoir de troubles psychiatriques. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un petit problème de solitude dans notre société, en particulier chez les personnes âgées. Voilà. Alors, chez les adolescents, effectivement, vous savez, il n'y a pas de suicide chez les enfants, ou quasiment pas, c'est exceptionnel. Et puis, le suicide arrive vers 13-14 ans. Pourquoi? Parce que, pour des raisons aussi biologiques, le fait que il y ait des estrogènes, de la progestérone chez les femmes, la testostérone chez les garçons, fait que ça change le fonctionnement psychique, le cerveau mature aussi. Un adolescent est impulsif, c'est-à-dire que il n'y a pas encore de maturation des structures superficielles de son cerveau qui permettent d'inhiber les comportements, alors que les structures profondes au niveau des émotions, elles, sont complètement en train de flamber. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont, avec leur bon côté et parfois leur côté un petit peu dérangeant. Et puis, bien sûr, socialement, les adolescents, on leur met la pression parce que vous n'avez peut-être jamais réalisé, enfin si, vous l'avez réalisé parce que vous avez été adolescent, mais quand le début de l'adolescence, ça a un peu à voir avec la puberté,
La puberté, c'est l'accès à la fonction de reproduction. L'adolescence, c'est l'accès à la jouissance. Et c'est pas rien dans la vie d'un être humain. Sauf que, à 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, la société vous dit, tu n'as pas le droit de te reproduire et d'avoir des enfants. Avoir un enfant, c'est un joyeux événement, mais si votre fille de 16 ans ou de 17 ans est enceinte, en général, c'est pas un heureux événement. C'est comme ça dans notre société. Dans d'autres sociétés, c'est pas pareil. Et donc, du coup, il y a une pression sur le petit être humain entre 13 ans et un jour, où on lui dit, oui, la biologie fait que tu as accès à la jouissance, et en fait, tu vas penser qu'à ça, parce que c'est un peu le cas, mais tu n'as pas le droit, en fait, de fonder une famille, d'avoir des enfants, etc., parce que tu dois aller à l'école, tu dois apprendre, parce que les êtres humains, ils sont forts quand ils apprennent, et que voilà, on est fait comme ça. Et donc, effectivement, c'est une période de vulnérabilité, d'interrogation, pourquoi ça, pourquoi je vis, etc., et du coup, on a ce petit pic de vulnérabilité psychopathologique qui va rediminuer un peu après et qui va réaugmenter vers 50 ans chez les humains. Je reste avec vous sur les adolescentes. Vous avez commencé à en parler. Il y a recrudescence du nombre de tentatives de suicide chez les adolescentes. Des chercheuses et des chercheurs, enfin surtout des chercheuses aux États-Unis, ont fait un lien entre le début, enfin la popularisation des réseaux sociaux, oui, vous me voyez venir, et la courbe de l'élévation du taux de suicide. Est-ce qu'on a des choses probantes aujourd'hui là-dessus, sur ce lien entre notamment Instagram et les suicides qui ont augmenté? Alors, c'est bon normalement. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. Ouais. Alors, cette question est à la fois hyper importante et hyper difficile. Bien sûr, et tout le monde se la pose, et on nous la pose sans arrêt. Alors, oui, il y a, non, mais on est là pour en discuter. Il y a ce qu'on appelle le perfect storm, c'est-à-dire la tempête parfaite, avec le fait que il y a une normativité sociale très forte du corps des femmes plus que le corps des hommes. Ben, c'est une banalité de le dire, voilà. Que l'adolescence est une période où l'humain se construit dans ses rapports à sa collectivité, il se construit sa socialisation. Un enfant, il est avant tout avec ses parents et avec ses copains. Un adolescent, il est plus tellement avec ses parents, il est beaucoup avec ses copains. Et donc, il doit construire sa socialisation, donc il doit appartenir au moule, il doit se fondre dans sa communauté avec des codes vestimentaires, comportementaux, etc., qui sont très forts, très exigeants. Et puis, effectivement, il y a les réseaux sociaux, TikTok en particulier, où on se présente, hein, et on est avec des likes, et plus on en a, plus on est quelqu'un, et puis on se confronte aux autres que l'on voit, mais les autres, en fait, les algorithmes sursélectionnent des autres qui sont extraordinaires, qui sont inatteignables, surtout que vous savez, il y a des filtres où quand on se présente pas du tout comme on est. Et donc, quand vous mélangez les trois, effectivement, ça conduit des jeunes femmes à potentiellement se sentir un peu mal, et ça se voit, il y a une baisse de l'estime de soi, globalement, qui n'est pas catastrophique, mais qui existe. Voilà. Alors, est-ce que ça explique des tentatives de suicide? Moi, je n'achète pas. Voilà. Qu'on se sente pas bien à cause de ça, d'accord. Que ça conduise à des tentatives de suicide, que ça explique 30% d'augmentation, j'achète pas. Alors après, il y a le harcèlement, c'est pas la même chose. Effectivement, alors c'est pas le même phénomène, c'est vraiment le phénomène du bouc émissaire, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une boucle de communication sur Instagram, WhatsApp, etc., il peut y avoir une tension qui monte dans les échanges, et c'est un phénomène qui existe chez les humains, c'est que pour libérer la tension, en fait, tout le monde se concentre sur la même personne, parce qu'elle est rousse, parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est noire, etc. Voilà, c'est complètement arbitraire, elle est différente, et pour relâcher la tension, tout le monde va se jeter sur elle, c'est le bouc émissaire, et puis la tension diminue pour le groupe. Ça existe depuis que l'humanité existe, sauf que là, c'est magnifié, parce que au lieu d'avoir un groupe de 10, 15 personnes, ça peut être 100, 1000, 10 000. Et donc, bien sûr, la personne qui est le bouc émissaire, c'est absolument un drame total, et là, ça peut conduire à des tentatives de suicide. Est-ce que ça explique tout? Je ne crois pas. Et il y a un troisième phénomène qui est beaucoup passé sous silence, c'est l'equity paradoxe. C'est que les sociétés les plus équitables, alors c'est un paradoxe, hein, les sociétés les plus équitables sur la planète
sont celles où les femmes se sentent le moins bien. D'équité homme-femme. Alors, c'est très délicat de parler de ça parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'il y ait des inégalités hommes-femmes pour que les femmes aillent bien. C'est pas ça du tout que ça veut dire. C'est que c'est au moment où on commence à verbaliser le fait que il y a des inégalités hommes-femmes et que il faut lutter contre ça, etc. On prend conscience du problème et que du coup, c'est une source supplémentaire de mal-être, en particulier quand on est une jeune femme. Et que ce mal-être est en lien avec la sexualité, puisque vous savez qu'il y a des violences sexistes et sexuelles qui traversent un peu la société, et que quand une femme rencontre la sexualité dans ce contexte, eh ben voilà. Alors donc vous voyez pourquoi ça peut être plein d'explications dont aucune n'est sûre. Claire, tu voulais réagir sur un truc en particulier ou j'ai une question? Tu as une question, vas-y. J'ai une question. Il y a un mot qui a été rapidement prononcé, mais qui transpire un peu dans tout ce que vient de dire Bruno, c'est le terme de norme. Tu l'évoques dans ton livre. Est-ce que cette norme, pour toi, c'est une bonne chose? C'est une manière, c'est un rempart, c'est un moyen de se repérer dans la société? Ou au contraire, la norme, telle qu'elle vient de nous être présentée, c'est plutôt un carcan? Et ça peut exclure. Je voudrais juste rebondir quand même, parce que voilà. voilà. En fait, moi, mes travaux, ils démontrent justement l'intersectionnalité, c'est-à-dire la rencontre entre les réflexions féministes, antiracistes, etc., et la santé mentale. C'est-à-dire que on est clairement dans une société inégalitaire. Où il y a des lois sur l'équité, mais qui ne sont pas respectées, et où les femmes, les minorités, les personnes trans, etc., les personnes LGBT subissent chaque jour des micro-agressions liées à leur sexe, leur race, leur classe, qui génèrent énormément de stress. Et ce stress se vit psychiquement, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que quand vous subissez des micro-agressions racistes, notamment, ou transphobes, ou etc., votre corps en garde l'empreinte. Et il y a une vraie incidence psychique qui se génère. Donc il y a une vraie relation aujourd'hui et qui est éprouvée entre le racisme notamment et la détresse psychique. Il y a beaucoup de travaux que je vous invite à considérer, notamment sur ce qu'on appelle la charge raciale, c'est ce que je viens de décrire, qui a été écrit par ma consoeur Douce Dibondo. Et on sait aussi l'impact traumatique des violences sexuelles et sexistes, aussi des micro-agressions et des agressions sexistes au quotidien. Donc voilà. En fait, on peut pas aussi enlever du contexte tel qu'on le vit aujourd'hui. La souffrance psychique est aussi très liée justement aux inégalités dans tous les domaines. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, sur la question de normes, ça me permet de rebondir. Il y a effectivement donc ces personnes minoritaires là qui subissent, et les femmes qui ne sont pas une minorité, effectivement. Et tu parles aussi beaucoup du travail et de la relation au travail qu'on peut avoir. Tu fais le lien entre effectivement souffrance psychique et néolibéralisme. Quel est ce lien? C'est un peu le lien que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on est aujourd'hui dans des logiques de performance et de productivité qui, on le sait, bon déjà, est-ce qu'une société capitaliste et raciste est une démocratie? Ça, c'est beaucoup de penseurs et penseuses se posent la question. Est-ce qu'on peut installer dans ces structures une vraie démocratie? Je ne suis pas certaine. Et est-ce qu'on peut installer un vrai bien-être? Ça, c'est certain que non. Voilà. Et donc, c'est toujours pareil, c'est que en entreprise, en gros, on noie un peu le poisson. Alors, on parle de risques psychosociaux, etc., mais c'est quand même très évasif. Et quand il y a des vraies souffrances au travail, on donne des tickets psy, mais encore une fois, c'est pareil, on individualise les souffrances au lieu de pointer les mauvais management, les logiques de productivité, les structures même de l'entreprise qui font qu'il est impossible que les personnes déjà trouvent un peu de sens à leur vie, de cohérence et que les dynamiques entre elles soient bonnes et positives en fait. Donc voilà, c'est encore une fois, on noie par plein de termes médicaux ou comment dirais-je, ce qu'une penseuse appelait des termes carcéraux en fait, bienveillants mais carcéraux médicaux, ou entrepreneuriales, des vraies souffrances systémiques
qu'on réduit à on vous donne des kits, on vous donne des tickets psy comme on vous donne des tickets resto, on vous donne des kits, en fait, ce qu'on appelle le réductionnisme chimique, hein, c'est-à-dire qu'on réduit votre souffrance à prenez des médicaments. Et ça génère toujours plus de souffrance et on ne règle pas le problème qui est qu'il faut défaire ces structures et défaire ces façons de faire et défaire le capitalisme, entre autres. Voilà. Comment vous recevez ce discours pour j'imagine que vous faites pas un cours sur le capitalisme quand vous recevez des patientes et des patients. Comment vous recevez cette approche-là de la souffrance en tout cas? Non, mais il y a deux choses. D'abord, un médecin n'a pas pour rôle de changer la société. On a déjà suffisamment de boulot de soigner nos patients. Ça pourrait être une chouette rencontre, ça, d'ailleurs. Pardon ? Non, je pense au futur. Ouais. Donc, et même, je pense que nous nous interdisons de penser qu'on peut changer. C'est pas notre rôle, c'est pas notre. Nous avons une certaine autorité dans la société. Si on se sert de cette autorité à des fins politiques, c'est pas bien, parce que on n'est pas légitime pour ça. Donc, et en particulier quand c'est de la psychiatrie. Donc, je suis très à cheval sur ça. Néanmoins, je suis citoyen et j'ai le droit d'avoir des opinions et de les partager avec vous dans un débat ensemble. Et factuellement, ce que tu viens de dire là est vrai. C'est juste une réalité. Alors après, il ne faudrait pas que ça se transforme en co-rumination. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes très perspicaces pour voir ce qui va pas bien. Alors, c'est très bien parce que ça nous permet de progresser et de faire du mieux. Mais si sans arrêt, vous dites aujourd'hui ça va pas bien, ben à la fin ça va pas bien. Vous voyez dans votre tête, c'est l'inverse d'une thérapie cognitivo-comportementale où si sans arrêt vous voyez un verre à moitié vide quand il est à moitié plein, à la fin vous n'avez pas le moral. Donc je crois qu'il faut dire les deux choses. Il faut dire oui, c'est vrai qu'il y a une maltraitance dans les entreprises, c'est une réalité, et que ça soit dans le privé ou dans le public, les enseignants, les infirmières, etc. Enfin, c'est juste la réalité. Et qu'il y a la souffrance au travail, c'est la réalité. Et qu'il y a des agressions chroniques du fait des différences, c'est la réalité. Oui. Néanmoins, il y a plein de choses qui vont bien aussi, vous voyez. Alors, en plus, qu'entre nous on dise que ça va mal, d'accord, mais quand on parle de nos jeunes, et qu'on dit c'est une catastrophe, ils vont mal, etc., qu'il y a des livres qui s'appellent La fabrique des crétins, et quand vous vous imaginez, vous êtes adolescent, et vous voyez que, on fabrique des crétins, mais les crétins, c'est nous. Vous voyez, ils ont le droit de pas être contents. Hein, et ils ont le droit de se dire, mais si on nous prend tous pour des crétins, c'est peut-être qu'on l'est. Alors que c'est pas vrai. Factuellement, c'est pas vrai. Les statistiques montrent qu'ils sont pas plus crétins que nous, c'est même plutôt le contraire. Ils sont plus empathiques que nous. Voilà, les jeunes, aujourd'hui, ont un niveau d'empathie supérieur à ce que les jeunes étaient il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et c'est pour ça qu'il y a de l'éco-anxiété, c'est pour ça qu'ils deviennent antispécistes, etc. Parce qu'ils ont plus d'empathie pour les gens qui sont autour d'eux. Donc, il y a des choses qui vont bien, voilà. Mais nous sommes hypersensibles sur ce qui va mal. Donc, c'est une qualité, c'est un petit défaut aussi. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Faut pas me lancer là-dessus, je pense. Parce que pour moi, aller bien, c'est un privilège déjà. Parce que en fait, quand je parle de problème de santé mentale, c'est que ça structure la société. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités pour moi de base en fonction de là où vous êtes né, du milieu social dans lequel vous êtes né. C'est-à-dire que si vous êtes précaire, si votre famille a connu la colonisation, l'exil, si vous avez tout ça même juste dans votre ADN, vous charriez déjà énormément de souffrance à l'origine, et c'est un travail sur soi continuel que d'en sortir, qui demande un accès aux soins qu'en général vous n'avez pas. Donc je veux pas dire qu'il y a des fatalités, mais quand même on n'est pas déjà dans les mêmes conditions, et même dans les mêmes conditions psychiques et physiques en fonction de comment on est, etc. Donc voilà, moi je sais pas que je veux voir du mal partout. Pour moi, voir ce qui ne va pas, ça sert à justement, pour moi, la fonction politique et mes réflexions, elles sont là justement pour changer les choses. Mais on peut pas nier qu'il y a une inégalité structurelle, même au niveau de la santé mentale, en fait.
On avait fait une rencontre sur l'éco-anxiété il y a 2 ans, même 3 ans peut-être. On avait invité une journaliste qui s'appelle Laure Noala, qui avait écrit un bouquin là-dessus. Et elle disait, c'est les personnes qui ne sont pas aujourd'hui en situation de souffrance mentale qui ont un problème. Tellement la situation, notamment écologique, est mauvaise. Donc ça contredit un peu. Voilà, je vois. Non mais franchement, c'est pas vrai, c'est juste pas vrai, c'est juste pas vrai. La plupart des gens s'en foutent. Mais oui, la plupart des gens. Mais le problème de l'écologie, c'est que la plupart des gens s'en foutent. C'est quand même la réalité. Enfin, regardez le nombre de retraités qui prennent l'avion pour aller n'importe où, pour passer du temps au soleil. Enfin, s'ils étaient co-anxieux, ils prendraient pas l'avion. Enfin, mais même j'en discute avec mes étudiants, ils adorent faire le tour du monde et s'arrêter à un an. Ben, ils font le tour du monde en avion. Hein. Alors, je leur dis, vous avez pas un problème? Et ils savent très bien qu'ils ont un problème. Donc oui, il y a une éco-anxiété, mais elle est vraiment très intellectuelle. Hein, et pour quelques-uns, oui, ça prend les tripes. Mais c'est pour quelques-uns, et c'est pour ça qu'on fait pas grand-chose. Enfin, bref, c'est pas le sujet du soir, mais pour de plus en plus de jeunes, quand même, c'est un. Oui. Mais il y a le une fait qu'on ambivalence. ne les considère pas comme étant capables d'être éco-anxieuses ou éco-anxieux, ça aussi, je trouve que c'est un problème. D'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, on parle plus d'éco-colère que d'éco-anxiété. Et je pense que c'est très juste. C'est pas vraiment de l'éco-anxiété, c'est de l'éco-colère. Et c'est eux qui le disent. Hein. Ça dépend encore une fois qui est concerné. Moi, je me rappelle, j'avais fait un talk où on parlait de facho-anxiété. Et en fait, facho-anxiété. Et il y avait une amie racisée qui disait, en fait, nous, la facho-anxiété, ça n'existe pas parce qu'on a toujours eu peur d'être agressé. Enfin voilà, donc c'est un terme que les blancs utilisent parce que maintenant ils se rendent compte que peut-être ça peut leur arriver en fait. Mais nous, en fait, ça a toujours été le cas dans la rue. Enfin, c'est donc voilà, c'est encore une fois, c'est une question de là où on se place. C'est que si on a le privilège de se couper du monde, éventuellement, peut-être qu'on peut se dire que oui, tout va bien. Mais je pense que le fascisme arrivera dans le jardin de tout le monde, hein, quoi qu'il arrive. Donc, parce qu'au bout d'un moment, voilà, votre jardin il brûlera aussi, que vous coupiez ou que vous ayez les privilèges de le faire ou pas. Voilà. Il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé ce soir, c'est celui de fou ou folle. Vous me disiez, Bruno, que vous, dans le cadre professionnel, vous ne l'utilisez pas. Oui, sauf pour parler des collègues ou des directeurs d'hôpitaux. Très bien. Ça sera dit, amplifié, répété. Ils le savent. Oui, donc. Non, oui, en fait, là aussi, c'est vraiment un quiproquo. Quand vous allez dans la salle d'attente d'un psychiatre, les gens qui attendent ne sont pas différents des gens qui attendent dans une salle d'attente d'un comptable. Ce sont les mêmes personnes. Voilà, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et d'ailleurs, c'est un problème pour nous, comme ça se voit pas, et qu'ils manifestent pas dans la rue. Parce que si vous allez pas bien dans votre vie, vous manifestez pas dans la rue, il n'y a pas d'argent et voilà. Donc effectivement, alors de notre côté la folie, vous savez quand on est psychiatre, on aime ça. Hein. Si on fait ce métier, c'est qu'on aime bien les gens bizarres et qui, par moments, font des trucs un peu extrêmes. Hein. Et puis il y a plein d'artistes qui font des trucs extrêmes. Hein. Et c'est fantastique. Hein. Et s'ils n'étaient pas là, la vie serait bien triste. Hein. Donc c'est vrai que autrefois pour les Grecs, la folie c'était perdre la raison et que bien entendu il y a certaines pathologies psychiatriques où par moment le patient perd la raison. Voilà, effectivement. Et donc c'est pour ça que, et comme ça fascine la société et que ça lui fait peur, du coup on a associé folie à psychiatrie, mais en fait c'est vraiment le dernier de nos soucis. Hein, ce qui nous interpelle c'est que les gens souffrent. Voilà, c'est ça, hein, c'est qu'ils souffrent. Et nous on s'occupe de ça. Toi, au contraire, tu l'utilises pas mal dans ton livre Claire, notamment pour montrer que c'est surtout une certaine catégorie de la population qui est historiquement est qualifiée de folle. Est-ce que tu peux nous en parler ? Après, il y a plusieurs choses dans le livre parce que je parle vraiment un peu de la fonction philosophique de la folie parce que la folie en fait, c'est une construction sociale qui évolue selon les époques. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Foucault. J'ai oublié de citer un homme, mais c'est vrai. Le philosophe. Voilà, le philosophe Michel Foucault. Mais oui, c'est-à-dire que chaque période a ses fous, il construit ses fous, mais c'est pas forcément ceux qui sont atteints de troubles psychiques, par ailleurs, parce que c'est pas la même chose. En fait, moi, ce que j'ai fait dans le livre, c'est que j'ai essayé d'établir un peu un historique de la folie et de voir comment elle évolue dans la société et qui sont les fous et les folles de certaines époques.
Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en tout cas, la psychiatrie a servi quand même à enfermer des gens qui dérangeaient l'ordre établi à certains moments, notamment les femmes, hein, évidemment, qui, lorsqu'elles s'élevaient à certaines époques un peu trop contre leur mari, étaient souvent enfermées de force. Mais en fait, évidemment, aujourd'hui, on les considérait pas du tout comme folles. C'est que juste elles s'élevaient contre le patriarcat et donc étaient enfermées. L'hystérie, l'histoire de l'hystérie. L'histoire de l'hystérie, évidemment. C'est elles qui, on l'a découvert, ont été à 84% le plus lobotomisées. En France notamment. Donc on voit qu'il y a quand même un... alors moi je suis assez critique de la psychiatrie, même si, et c'est là l'ambivalence, je prends un traitement donné par un psychiatre, mais je dis que c'est en attendant la révolution des choses, on est bien obligé de s'intégrer dans la société telle qu'elle est et mais ce que je veux dire c'est que en fait encore une fois la psychiatrie elle a quand même servi beaucoup à l'État à enfermer des gens qu'on ne mettait pas en prison, c'est-à-dire que je donne un exemple. Dans les années 60, quand il y a eu aux États-Unis des soulèvements pour les droits civiques dans les populations précaires, etc., les militants noirs ont été massivement enfermés et on a dit qu'ils étaient schizophrènes. On a parlé de schizophrénie, de psychose noire, alors qu'il s'agissait en fait de personnes qui ont lutté contre les droits civiques, pour les droits civiques, pardon. Les personnes LGBT ont été considérés comme des malades mentaux jusqu'à dans les années 70. Donc on voit qu'il y a quand même un continuum. Alors le DSM, donc qui est la Bible des psys, a évolué, mais elle a quand même servi à enfermer massivement des gens qui ont été considérés à cette époque comme fous ou folles. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que la fonction de la folie, elle est donc il y a, c'est un imaginaire aussi, une peur. Et ça a servi à enfermer des gens. Aujourd'hui, qui est considéré comme fou ou folle? Des gens qui ont, par exemple, les wokistes. Les termes psychiatrisants sont très utilisés à leur encontre. Donc on voit pourquoi, parce qu'on sait qu'en faisant émerger l'imaginaire derrière la folie, on va faire peur, parce que les fous font peur et les gens qui ont des troubles psy font peur. Donc utiliser cet imaginaire sert à faire peur. Et on continue à dire que les féministes sont hystériques parce qu'on sait qu'on va créer une peur ou une panique morale. Voilà. Donc voilà, c'est ces questions-là mais je ne considère pas, c'est pas une façon de dire que les gens qui ont des troubles psy sont fous ou folles. C'est dire que ça invoque quel imaginaire ça invoque. Voilà. On en est où là-dessus, de la psychiatrie qui enferme Alors, d'abord, moi je suis d'accord avec tout ça. Hein, c'est un fait historique. Hein, la psychiatrie, d'ailleurs, vous le savez, dans l'URSS d'autrefois, il y a eu, voilà, on a enfermé les prisonniers politiques. Non, c'est une réalité. Même si en fait la psychiatrie est née, d'ailleurs elle est née historiquement en France, hein, avec Pinel à Bicêtre, justement au moment où on a libéré les fous symboliquement. Donc il y a toujours cette ambiguïté qui traverse la psychiatrie. Vous savez, on nous accuse toujours d'enfermer des gens à tort et d'en laisser libres dans la rue à tort. Eh ben je vous promets, c'est pas facile de faire la différence entre les deux. Oui. Voilà, c'est juste, et ça, même nos hommes politiques, nos ministres de l'Intérieur ont des problèmes avec ça, mais quand vous devez décider d'hospitaliser sous contrainte quelqu'un, parce que la loi nous demande de faire ça, hein, c'est dans la loi, et donc nous sommes tenus de faire ça. Eh bien, quand vous signez le papier en disant que la personne est dans l'incapacité de donner son consentement aux soins, qu'elle est un danger pour elle ou pour autrui, etc., ben, je vous garantis sur quelle base vous dites ça. Il y a une base de subjectivité et d'arbitraire qui est inévitable. Mais quelle que soit la décision que vous prenez, vous pouvez vous tromper. Voilà, ça c'est une réalité humaine. Alors après, quand même, là aussi, ça va mieux. Il y a des juges maintenant. Quand on hospitalise quelqu'un sous contrainte, le juge doit se prononcer dans les premiers jours. Ça n'existait pas avant. Donc il y a, ça met un gros bazar dans les hôpitaux parce que il faut accompagner les patients pour que les juges le voient, etc., etc. Or il y a plus de soignants dans les hôpitaux, donc voilà. Mais néanmoins, donc progressivement, la société progresse là-dessus. Sauf qu'en ce moment, eh ben, on a une pénurie de soignants, voilà. Et donc ça va aller en se dégradant
pas du fait de la psychiatrie, du fait de nous tous, puisque en fait c'est nous tous qui décidons de l'argent que l'on met dans le soin, et voilà. Donc il y a des élections bientôt, de décider où on va mettre l'argent. Bon, ça ressemble à une conclusion ce que vous faites là, mais c'en est pas une, rassurez-vous. Donc fou, la question de la folie, ça me fait penser à une autre chose qui je pense est quand même intéressant. On dit souvent que, vous allez voir où je vais en venir, sur les violences sexistes et sexuelles, il y a une libération de la parole, donc il y a une forte augmentation des plaintes, donc il y aurait une forte augmentation des violences sexistes et sexuelles dans notre société. Est-ce que sur la santé mentale, on observe la même chose? Est-ce qu'il y a une parole qui se libère, donc on a une impression d'augmentation du mal-être, ou au contraire, il y a juste une simple augmentation du mal-être? Qu'est-ce que vous constatez, vous, là-dessus? Alors, d'abord, le mal-être, c'est ce que je dis. Quand toutes les enquêtes, il n'y a pas de machine qui est capable de voir dans votre cerveau si vous êtes heureux ou pas. Ça n'existe pas encore aujourd'hui. Donc quand dans une enquête on dit les gens vont mal ou ils vont bien, c'est ce qu'ils disent. Et vous devez savoir, il y a quelque chose qui s'appelle le paradoxe d'Easterling, c'est que c'est dans les sociétés du plus haut niveau socio-économique que statistiquement les gens disent qu'ils vont le plus mal. Parce qu'en fait, alors l'explication, ça serait que comme demain ça sera pas mieux qu'aujourd'hui, en fait, on est pessimiste sur l'avenir. Alors que quand vous êtes dans un pays où vous allez pas bien, en fait, la marge de progression peut être beaucoup plus grande et finalement, on est optimiste pour ses enfants et ses petits-enfants. C'est une explication, je dis pas qu'elle est la bonne. En tout cas, dire que l'on va bien ou dire que l'on va mal, c'est extrêmement subtil comme je l'explique. D'ailleurs, tout d'un coup, il peut vous arriver un désastre dans votre vie et finalement, vous allez vous sentir bien. Je prends un exemple ultra classique. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un cancer assez sévère. Il ou elle est en rémission. Tout d'un coup, elle se sent extrêmement heureuse dans sa vie. Parce qu'à ce moment-là, la vie, les jours que l'on passe ont une saveur extraordinaire. Donc c'est très, très, très subtil comme chose. Alors, oui, je pense effectivement aujourd'hui qu'il y a une espèce... Alors d'abord, il y a un livre de François Azouvi qui explique qu'aujourd'hui, le fait d'être une victime... Qui est, pardon, François Azouvi, qui est un historien, qui dit qu'après la Seconde Guerre mondiale, le référent éthique, qui avant était le héros ou le martyr, est devenu la victime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être une victime, c'est cool. Voilà, on existe quand on est une victime. Et alors c'est lui qui dit ça, je dis pas que c'est vrai, mais du coup, il y aurait d'ailleurs le syndrome de stress post-traumatique est arrivé avec la guerre du Vietnam, donc les années 60, 70. Avant, être traumatisé, en fait, on était un pauvre type. Aujourd'hui, quand on est traumatisé, on est reconnu comme quelqu'un, et puis on peut même être dédommagé dans une certaine mesure. Vous voyez, donc aujourd'hui, la victime devient un référent éthique. Du coup, tout le monde peut se sentir le droit de dire qu'il est une victime. Et que donc, ça faciliterait l'expression émotionnelle négative en disant que, on est victime de quelque chose. Et que je vous parlais de corrumination tout à l'heure. Alors, d'un autre côté, c'est bien parce que c'est vrai. Parce que dire que je me sens victime de ça parce que je suis harcelé à mon travail, à part un patron qui est chiant, et je le dis, voilà, et c'est très bien. Donc je le vois moi dans mon laboratoire, il y a eu des progrès de ce côté-là, c'est très bien. Les doctorants ne se laissent plus faire comme il y a 20 ans, et c'est très bien, bravo. Et ils disent qu'ils sont victimes, et j'ai aucun problème avec ça, c'est un progrès. L'envers du décor, c'est que on suscite une expression émotionnelle négative qui après peut devenir autoréalisatrice. C'est-à-dire à force de se dire qu'on est une victime, on peut vraiment se considérer comme une victime. C'est ambivalent là ce que vous dites, parce qu'il y a et c'est ce qu'on dit un peu depuis le départ, il y a des raisons aujourd'hui. Les personnes qui s'expriment, et vous le dites vous-même. Mais oui, mais en fait... Je fais exprès, Oui, non, mais c'est vrai. C'est que, mais en fait, si vous creusez, on a toujours une raison de pas aller bien dans sa vie. Voilà. On a toujours des raisons de se trouver victime de quelque chose. On a toujours raison d'être frustré de quelque chose. C'est humain d'être frustré. Il y a toujours des choses qu'on veut et qu'on n'a pas. Quand on élève des enfants, c'est bien une chose qu'on leur apprend très vite. Tu pourras pas avoir tout ce que tu veux. Et voilà.
Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une espèce de difficulté à ne pas considérer que... alors, là aussi, oui, c'est ambivalent, c'est-à-dire, d'un côté, c'est bien, d'un côté, mes doctorants disent que leur directeur de thèse leur met la pression, ils le disent publiquement, eh ben c'est un progrès, voilà, ils vont mieux et ça se passe mieux, donc oui, c'est bien. De notre côté, à force d'en voir partout, eh ben on commence à être tétanisé par cette ambiance de victimisation qui met une atmosphère d'émotions négatives qui devient autoréalisatrice. C'est-à-dire que on ne voit pas qu'en fait, avant, c'était pire et que il y a aussi plein de choses très bien qui se passent en ce moment. Vous voyez, c'est juste moi ce que je veux dire. Il y a des choses très bien qui se passent en ce moment. Claire, là-dessus, enfin, tu vois la... Vas-y, prends ton souffle. Non. Non, mais je sais plus sur quoi rebondir. Sur le statut de victime, je sais pas. En fait, aujourd'hui, ce qui est bien, effectivement, c'est qu'il y a une reconnaissance de violence, quoi. C'est-à-dire de cas d'inceste, de violences sexistes et sexuelles, et que effectivement, le statut de victime, il permet à des personnes de demander justice. Donc c'est voilà. Après que tout le monde se sente victime, je sais pas. Je sais pas quoi dire en fait. pas obligé, hein. Mais... Non. C'est très dangereux en fait de dire ça, de dire qu'il y a une victimisation ambiante, parce que ça tend à justement saboter tout le travail des féministes et toutes les personnes qui ont travaillé pour que ce statut de victime soit reconnu, d'une part. Je pense pas que tout le monde se sente victime. Je pense que des dominants, des personnes justement de pouvoir se réapproprient aujourd'hui via le combat des féministes le statut de victime. Ça, c'est certain. Je me permets juste de te couper là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de voir ça. C'est notamment la percée des masculinistes en ce moment, qui se considèrent eux-mêmes comme des victimes. Et c'est le dernier rapport qui est sorti hier du Haut Conseil à l'égalité, qui montre qu'il y a une explosion du masculiniste notamment chez les jeunes garçons, à partir de, enfin, ils prennent l'exemple des, etc. Voilà, et qui se disent victimes aujourd'hui des féministes qui seraient hystériques, etc., etc. Donc il y a un retournement, effectivement, dans ce que tu viens de dire là. Je précise juste, mais non, mais c'est intéressant parce qu'après il y a des penseuses. Bon, c'est un peu théorique, mais il y a des penseuses que j'aime beaucoup, pas peur de ça, qui ont travaillé sur le sujet, notamment Sarah Schulman. Ma consoeur Sama Karaki. Enfin, il y a beaucoup de gens qui a écrit L'empathie est politique. Et qui raconte justement comment effectivement la notion de victime a été hijackée, a été kidnappée par les dominants, parce que le statut de victime il est très pratique dans le sens où il permet de complètement d'être dans une impunité totale, parce que comme on a souffert et qu'on est victime, on peut du coup faire souffrir l'autre, etc. Et donc on est dans et Sarah Schulman a aussi beaucoup écrit là-dessus. Elle a écrit Le conflit n'est pas une agression, où elle raconte justement comment les dominants ont repris le travail des féministes à leur compte en fait pour penser qu'ils sont victimes, alors qu'en général, voilà, ce n'est effectivement pas le cas, et que ça leur permet de jouer d'une impunité, etc. Donc, voilà. Après, il faut faire attention quand même, parce que le statut de victime, il a une fonction politique qu'il ne faut pas effacer pour nombre de personnes qui sont encore en train de se battre justement pour pour dénoncer les abus qu'elles ont traversés. Donc, mais il y a Eric Fassin, c'est Didier Fassin aussi qui a écrit sociologue. Sur l'empire du trauma. Voilà, sur la notion de victime, qui sont intéressants. Voilà, je vous donne parce que comme c'est pas mon champ de compétences, je vous donne des. C'est ce que tu fais très bien de rôle de transmission dans ton livre. Donc on voit qu'il y a effectivement une tension là-dessus, mais c'est une tension qui traverse toute la société et c'est peut-être ce qui est positif en ce moment. C'est quand il y a tension, ça veut dire que d'un côté ça bouge. Donc ça c'est il y a un autre aspect ce soir que je voulais aborder, c'est la question notamment de l'autisme avec vous, Didier et Falissa. En préparant cette émission, vous me disiez que l'autisme était devenu une identité. Et en train de devenir une identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'identité? Alors, vous avez dû remarquer qu'il y a plein de séries Netflix et compagnie où le héros est autiste. Sherlock Holmes, Bones, etc., etc. Et pour nous, ça a été un changement extraordinaire dans notre pratique.
Il y a 20 ans, quand on faisait un diagnostic d'autisme, c'était un désastre absolu. D'ailleurs, même on ne prononçait pas le mot. Aujourd'hui, grâce à ça, on peut dire à des parents, eh ben, votre enfant est comme Greta Thunberg, puisque Greta Thunberg se déclare autiste, Activiste pour le climat et pour le gaz. Hashtag Aspipower, je suis Asperger, c'est-à-dire c'est une forme d'autisme, mais c'est une faiblesse, mais par ailleurs c'est une force. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, c'est la chose la meilleure qui est arrivée en pédopsychiatrie dans les 20 dernières années. Voilà. C'est venu de la société. Alors, en fait, la chose profonde qu'il y a derrière, c'est quoi? Alors, d'abord, c'est venu du fait que finalement, dans notre société où il y a quand même un poil de recherche d'individuation, je dis pas d'individualisme, hein, mais de se réaliser en tant que quelqu'un d'unique. C'est quand même une tendance que l'on observe, et que du coup, en fait, se trouver neurodifférent est quelque chose qui est devenu potentiellement cool. Or, quelqu'un qui a un autisme non sévère est neurodifférent, et donc du coup, il y a une conjonction entre les deux. Ben finalement, être autiste, en fait, quelque part, c'est une façon d'être différent, d'exister dans la société, avec sa spécificité, et ça devient une identité. Voilà, ça devient une identité, et on peut dire, je suis gascon, je suis une femme, je suis noir, je suis autiste, etc. Et aujourd'hui, alors, ça se traduit très concrètement par le fait qu'en consultation, on a des adolescents qui viennent et qui nous disent « Bonjour, je suis TSA, etc. » Ça veut dire trouble du spectre de l'autisme. Et alors, il y a des collègues que ça énerve parce que ils ont l'impression de se sentir dépossédés du diagnostic, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'on l'accueille, il dit, d'accord, t'es TSA, ok, très bien, ben on va en parler, ça veut dire quoi pour toi, etc. Puis à la fin, on pourra dire, ben moi je trouve pas que t'es TSA, mais moi c'est ma vision de médecin, et toi t'as ta vision sur ce que tu es toi, et donc il n'y a pas de problème. Donc oui, les pathologies sont devenues des identités, donc HPI, hein, vous voyez ce que je veux dire, à potentiel intellectuel, TDAH, hein, hyperactif, tout ça, c'est devenu des identités. C'est une évolution sociétale et finalement, c'est bien. Là encore, est-ce que il n'y a pas, pardon, je me permets, est-ce que là encore, c'est pas, je vais mettre ma casquette de sociologue frustré, est-ce qu'il n'y a pas un rapport aussi de classe? Est-ce que c'est pas uniquement dans une certaine catégorie de la population qu'on peut se permettre? Oui. C'est vrai, c'est factuellement vrai. C'est factuellement vrai. Alors après, oui, de tout temps, il y a effectivement un philosophe, Yann Akin, qui dit que les troubles psychiatriques, quelque part, il y a des niches et que par moment, il y a un petit effet de mode qui peut se passer autour de certains diagnostics. HPI, c'est plus un petit effet de mode, là, on est... Oui. Bon. C'est pas un diagnostic qui existe, HPI. Non, enfin, alors... C'est pas un diagnostic, enfin, c'est pour moi, je suis très dubitatif sur... Enfin, vu que les diagnostics nous échappent aujourd'hui, mais d'ailleurs depuis toujours, vous savez, un diagnostic de leucémie, bon, ça c'est réservé aux médecins et aux hémato-oncologues. Quand on dit schizophrène ou déprimé, ça appartient à tout le monde. Tout le monde va dire déprimé, on dit schizo, enfin vous voyez, même dans un journaliste. Alors, la définition dans les médias de schizophrénie, c'est pas du tout la même que nous. En général, schizophrénie, parce que étymologiquement, c'est la pensée coupée, et donc les gens attribuent ça à une personnalité multiple, alors que c'est pas du tout ça cliniquement, mais c'est pas grave. Donc, nous, on a l'habitude que les diagnostics que la société s'approprie nos diagnostics, et c'est pas un souci. Donc, oui, c'est certaines classes sociales, oui, c'est vrai, mais voilà. Enfin, dans notre boulot quotidien, c'est pas un souci, ça. Claire, toi, tu questionnes dans ton livre le lien entre ta bipolarité et l'engagement, enfin la bipolarité, pardon, en général, et l'engagement militant. Quel est ce lien et
en quoi toi ça t'a concerné et en quoi ça peut concerner la société. D'abord sur l'autisme et sur la neurodiversité. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que ça, on avance un petit déjà, peu. je crois plus qu'on dise Asperger, si je peux me permettre. Non, mais c'est important de dire ça parce que Asperger, en fait, justement, c'est ça le problème, c'est que par exemple les gens qui se disent Asperger, du coup, quand je vais vous donner l'exemple d'Elon Musk qui se dit Asperger, il le fait pour une fonction spéciale, c'est de dire qu'il fait partie des autistes intelligents, voire supérieurement intelligents. Et d'ailleurs, il fait partie d'une sorte de communauté qui est suprémaciste Asperger, c'est-à-dire des gens qui pensent que que leur autisme est une forme de supériorité parce que ce sont des hommes blancs et que voilà. Et c'est un peu juste le problème, par exemple Asperger, ça se dit plus parce que Hans Asperger, il faut le savoir, était un médecin qui a beaucoup fait sur l'autisme, mais qui aussi était de mèche avec les nazis et qui a donné certaines de ses patients, aux nazis en fonction de leur degré d'intelligence. Et c'est ça le problème, c'est que en fait, si on commence à être dans des représentations où on se dit Asperger, etc., on est dans des différenciations où il y aurait les bons autistes et les mauvais autistes, et que les bons autistes seraient ceux qui seraient supérieurement intelligents, et donc du coup ça invalide et efface tous les autres. Et il faut savoir que par exemple les représentations de l'autisme sont essentiellement blanches et masculines, parce que en fait on est c'est comme par exemple la représentation de la bipolarité aujourd'hui est quasiment uniquement blanche et très masculine, notamment en France avec Nicolas Demorand. Et en fait, qui a sorti un livre qui s'appelle c'est aussi parce que du coup, sur les troubles psy, il faut pas encore faire trop peur. Donc on montre les hommes blancs en fait, ou des femmes blanches de milieux sociaux assez élevés. Parce que du coup, ça permet de donner des représentations qui effraient moins, alors qu'il y a beaucoup de personnes autistes qui sont noires, il y a beaucoup de personnes autistes qui ont des degrés d'intelligence qui sont les leurs, et que du coup, on invalide complètement toutes ces personnes-là qui n'ont pas la parole, et c'est très dangereux en fait, et dans la bipolarité aussi, puisqu'il y a différentes personnes, enfin il y a un spectre et il y a des personnes qui sont plus ou moins fonctionnelles qu'on oublie. Toutes les personnes qui sont finalement le plus handicapées, c'est à celles qu'on donne le moins la parole. Et je vous dis ça, je suis assez valide et bipolaire, et j'ai souvent la parole, contrairement à des consoeurs ou des confrères qui connaissent en plus un degré d'oppression et d'intersection d'oppression où en fait ça va être plus dur pour eux, ils seront moins représentés. D'ailleurs, les personnes noires et autistes ont une communauté en ligne, je me rappelle plus le nom, politique, justement pour lutter pour leur représentation. Voilà. Donc ça, je voulais juste dire ça. C'est une longue parenthèse, mais c'est bien. Et sur la bipolarité et l'engagement politique, en fait, c'est... Tu peux juste raconter l'anecdote que tu donnes au début sur ton ami, tu lui annonces, je te laisse, tu lui annonces effectivement ton diagnostic, ouais. Et il te rétorque quelque chose sur ton engagement militant. Oui, en fait, il me dit « Ah, c'est pour ça que tu luttes autant pour Gaza ». Quand je lui dis que je suis bipolaire. Pourquoi ? Parce que en fait. Pourquoi ? Alors après c'est un peu compliqué comme parallèle, mais en gros c'est que il associe le fait que je lutte pour Gaza pour de la folie, puisque en fait lutter pour Gaza, mais pour d'autres luttes aussi, est un engagement politique qui n'a aucune valeur économique, et donc c'est être dans ces engagements-là est fou, dans le sens où il ne rentre pas dans le cadre capitaliste, parce que ça ne rapporte rien, en fait. Et donc je pars de ce principe-là en me disant, mais qu'est-ce qu'on considère comme fou aujourd'hui ? Et une des réponses est qu'on considère fou de sortir de ce cadre capitaliste et de donner de la valeur humaine aux choses, puisque ça n'a plus aucune valeur. Voilà. Mais certainement qu'il y a quand même un rapport entre ma bipolarité et mon engagement, dans le sens où je pense que le fait d'avoir beaucoup souffert, tout simplement, et d'avoir été marginalisée pour ça, m'a donné une conscience de l'injustice plus élevée, voilà. Et que c'est pour ça que beaucoup de personnes autistes et que beaucoup de personnes bipolaires ou TDAH vont être militants, parce qu'ils se sont sentis marginalisés à un moment de leur vie, qu'ils ont expérimenté des souffrances aiguës, et que ça va sans doute créer une empathie peut-être qu'ils vont orienter plus que d'autres
Et il est prouvé, par exemple, que chez les personnes autistes notamment, on est plus queer. Parce que comme on a aussi défait les normes, parce que on est anormatif ou considéré comme tel, on va avoir tendance à être plus fluide dans le genre, à être avoir des orientations sexuelles plus désorientées, on va dire, comme dit Sarah Ahmed. Donc oui, il y a sans doute un lien. Si Greta Thunberg est autiste bipolaire et qu'elle est très engagée et que nous sommes très nombreuses, c'est lié sans doute à tout cela. Ouais. Si je réponds à la question. Si, c'est effectivement ça. Je disais en introduction qu'il y a 15 000 psychiatres pour adultes aujourd'hui en France. Est-ce que c'est assez pour répondre aujourd'hui au mal-être, même si vous aimez pas... J'ai compris que mal-être ambiant, c'est un peu trop pour vous, mais je me permets quand même pour poser ma question de le dire. Est-ce que c'est assez aujourd'hui? Ça me paraît, en pourcentage de la population et en pourcentage par rapport aux 53% de Français qui se déclarent aujourd'hui, 15 000, ça me paraît... Alors... Je fais mal mon travail, je pose mal les questions. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais alors... Les données épidémiologiques que l'on entend sur le pourcentage de Français qui ont des problèmes psychiatriques ne veulent rien dire. Quand on a dit, même notre président de la République, en septembre 2020, a dit, vous vous souvenez, septembre 2020, où nous étions, 12% des Français sont déprimés, c'est une catastrophe. Ça venait d'une enquête de Santé publique France où on fait passer un auto-questionnaire, on demande à des gens, est-ce que vous avez du mal à dormir la nuit, est-ce que vous vous sentez irritable, est-ce que vous êtes pessimiste pour l'avenir, etc. Si vous avez plus de 6 sur 10, vous êtes déprimé. Enfin bon, soyons sérieux, vous vous souvenez en septembre 2020, ce qu'on pensait de l'avenir, du sommeil que l'on avait, etc. Est-ce qu'on était malade? Non, on n'était pas malade, c'est juste que c'était chiant. Et puis, et voilà. Donc, toutes ces études ne montrent pas, il n'y a pas, si vous voulez, l'épidémiologie psychiatrique ne permet pas, ou très difficilement, de pouvoir dire, à part certaines pathologies comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, qu'on peut individualiser plus facilement, mais troubles anxieux, troubles dépressifs, même l'anorexie mentale, on ne peut pas avoir de nombre précis. C'est comme être myope, si vous voulez, et la prévalence de la myopie en France, ça dépend, jusqu'à quel niveau vous êtes myope. Voilà. Moi, je me permets juste comme ça, parce qu'il nous reste très peu de temps et comme ça on peut laisser. Je comprends que c'est pas aussi simple que 15 000, c'est beaucoup. Oui, donc je réponds à la question. Bien sûr qu'il faut pas traiter, il ne faut pas que 50% des patients, des Français aient un contact avec un psychiatre. Ça, c'est complètement hors de propos. En fait, il faut adapter le système de soins au nombre de soignants que l'on a. 10 000 ou 15 000 psychiatres par rapport aux autres pays, c'est pas la catastrophe. En pédopsie, nous sommes autour de 1000. Là, c'est une catastrophe. Il y a pas 6% d'enfants dans la population française. Donc, il y a beaucoup plus de psychiatres d'adultes que de pédopsychiatres. En psychiatrie d'adulte, le problème, c'est que les psychiatres d'adultes sont mal utilisés. Ils sont mal utilisés. Pourquoi? Parce qu'on les paye pas suffisamment pour faire leur vrai travail et beaucoup pour faire ce qui n'est pas leur travail. C'est-à-dire, on les paye pas mal pour faire des psychothérapies et pas beaucoup pour voir des nouveaux patients. Donc, du coup, ils font des psychothérapies, ce qui est sympa, permet de voir des patients régulièrement. Et puis, ils voient moins de nouveaux patients qui sont dans des situations aiguës. Et du coup, on est en pénurie de soignants. Est-ce que vous sentez que vos approches, votre métier de manière générale est en train de changer là? Est-ce qu'il y a des facteurs aujourd'hui, des nouveaux facteurs, qui fait que le métier de psychiatre va être amené à évoluer avec la société? Avec l'IA. Enfin, l'IA transforme notre métier en ce moment. Vous savez qu'il y a des psychothérapies par intelligence artificielle avec des essais randomisés qui montrent que c'est efficace, qu'il y a même une alliance thérapeutique avec l'IA, etc. Je dis pas que c'est bien. Une alliance thérapeutique. Absolument. C'est-à-dire, normalement, ce qui fait l'efficacité d'une thérapie, c'est l'effet spécifique lié à la technique psychothérapeutique et l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la qualité du lien avec le thérapeute. Eh bien, il peut y avoir un lien thérapeutique avec une intelligence artificielle. Il y a des études qui commencent à montrer ça. Donc, c'est quelque chose qui effraie. A raison. Je sors de mon objectivité, censée être objectivité de journaliste, mais c'est à raison, ça effraie. Ah ben oui, ça effraie. Oui, je suis d'accord, ça effraie. Sauf que c'est la réalité. Vous savez, quand on est médecin, on prend la réalité comme elle est.
et pas comme on a envie qu'elle soit. Donc de toute façon, c'est inévitable, notre métier va changer radicalement du fait de l'arrivée des intelligences artificielles, parce que nos patients vont, surtout mes patients adolescents, vous imaginez comme ils sont par rapport aux écrans, ils vont utiliser les intelligences artificielles pour s'auto-diagnostiquer, pour s'auto-traiter, c'est une évidence. Et déjà, on commence à utiliser ChatGPT avec eux en consultation. Donc oui, il va y avoir une révolution extraordinaire. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Extraordinaire, ça ne veut pas dire que c'est bien. Il y aurait, bon, peut-être qu'on y reviendra dans les questions, il y aurait plein de choses à dire avec ça. Claire, toi tu écris dans ton essai qu'il faut faire la révolution en plus de se soigner. Est-ce que c'est juste un slogan pour vendre des bouquins ou c'est un peu plus que ça? Si je faisais des choses qui se rapportaient, ça se saurait, je pense. Mais tous les sujets que je traite ne rapportent absolument rien. Donc non, pas du tout. Faire la révolution, pour moi, c'est même la révolution. Elle passe par le soin, en fait. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, toute la fin de mon livre est basée là-dessus. C'est-à-dire qu'on est dans une vision du soin, encore une fois, qui n'est pas la bonne. Et pour moi, il y a tout à revoir. Donc la notion même de soin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant parce que tout à l'heure on a parlé de psychiatrie et vous avez utilisé le terme d'enfermer. Bon ben voilà, pour moi déjà un soin qui enferme, c'est problématique. On devrait être dans des soins qui libèrent. On devrait être dans une considération du soin comme central, c'est-à-dire que tous les espaces de soins même devraient, je trouve, exister au milieu des villes au lieu d'être toujours dans des endroits d'enfermement en périphérie. Je pense aux hôpitaux psychiatriques, mais je pense aussi aux EHPAD, des choses comme ça. Replacer le soin même politiquement, philosophiquement au cœur de ce qu'on fait, en fait, c'est-à-dire de tout ce qu'on fait. C'est comment les corps vulnérables devraient exister et avoir le droit d'exister, et les corps non valides dans nos sociétés. Quand je parle de politique du soin et de révolution, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on aura compris aussi que on pourra faire une révolution. Justement, on pourra changer les esprits quand on aura soigné aussi les gens, quand on les aura accompagnés pour se réparer, quand on leur a donné accès à des besoins essentiels. C'est ce que faisaient des groupes comme les Black Panthers. Hein. En fait, pour par exemple être vraiment se rebeller contre les systèmes en place, ils ont créé des communautés de soins dans les quartiers les plus précaires où les gens pouvaient venir se soigner. Et en se soignant, eh bien, il y avait des cours d'idéologie politique, si on voulait. Mais en tout cas, ça passait déjà par, aller mieux, avoir accès aux besoins essentiels. Et je pense que on est obligé de retourner par là. On est obligé de retourner aussi par la recréation du lien social, parce que aujourd'hui, le soin tel qu'il est conçu, il détruit le lien social, parce qu'il est conçu de façon individualiste. De façon performative, de façon capitaliste, et ça se divise les gens au lieu de les associer, et donc ça détruit le lien social. Et donc moi je suis pour un soin qui est à l'inverse de tout ça. Voilà. Donc avant de passer à vos questions, est-ce qu'il faut du coup améliorer la santé mentale ou pas? Il faut soigner les gens en souffrance. Ça, alors là, oui. Après, est-ce qu'il faut rendre les gens heureux? Sûrement, mais c'est pas moi qui dois m'en occuper. Est-ce qu'il faut améliorer la santé mentale ou pas? Il faut améliorer le système qui génère cette santé mentale catastrophique, c'est surtout ça. Donc voilà, c'est qu'il faut arrêter de noyer le poisson, quoi. À chaque fois, moi, le problème que j'ai à chaque fois sur les questions de santé mentale ou certains panels, c'est que on parle de tout sauf de ce qui génère la souffrance psychique des gens, qui n'est pas, encore une fois, lié que. Alors oui, évidemment, il y a un aspect biologique, il y a un aspect familial, mais pas que. En fait, c'est aussi tout un environnement qui a changé. Donc c'est toujours pareil. C'est tant qu'on continuera avec ces politiques violentes, qui sont de plus en plus violentes, avec Trump au pouvoir, mais même Macron. Enfin, je veux dire, on est dans des vases communicants pour moi. C'est-à-dire que on est dans des politiques sécuritaires. On le voit aujourd'hui avec ICE, qui est en train d'arrêter des gens dans la rue. La milice raciste mise en place par Trump. Ouais. Mais en Europe, on a des fonctionnements qui commencent à être les mêmes aussi, parce qu'on est dans des politiques ultra sécuritaires. Et même le soin suit cette logique-là, parce qu'il est encore une fois dans des logiques de on enferme, on drogue pour que les gens aillent mieux, pour que les gens juste soient dociles et se revendent dans le système, et pas du tout pour libérer ni faire que les gens aillent mieux. Donc voilà. Donc avant d'améliorer la santé mentale, on change le système. Ok, c'est une bonne conclusion ça. Merci, déjà on peut déjà les applaudir. Merci.